Bonjour à tous, petite vidéo pour vous tourner un point lecture, ça me fait très bizarre. Je vous explique, il y a eu plein de changements chez moi ces derniers temps. Maintenant je suis sur Instagram officiellement. Jusqu'à maintenant j'avais un compte juste pour y aller ou pas. Mais maintenant on peut faire tout depuis son ordinateur enfin, donc maintenant j'y suis. Et justement j'ai changé mes bibliothèques, tout ça, et ma table a bougé de place aussi. Donc maintenant j'ai un grand espace devant moi, ça me fait trop bizarre. Bon enfin on va s'y faire. Donc je vais vous parler d'un service presse et de plein de petits romans et d'une bande dessinée. Oui, parce qu'en faisant mes bibliothèques, j'ai vu des romans aussi fins que ça et je me dis, pardon, c'est toujours dans ma pile à lire ça. Ok, on va changer ça. Donc je vais commencer par la bande dessinée. De Pierre Dubois et de Xavier Fourquemin, La légende du Changelin, le chapitre 1, Le Malvenu aux éditions Le Lombard. Je découvre, parce que ma libraire adore Pierre Dubois, il était au Val-Joli, si vous vous souvenez. Euh, donc ça donne ça en termes de graphisme. Alors autant les graphismes, c'est pas trop ce que j'aime, honnêtement. Hein. Mais je m'y suis faite, parce que l'histoire en elle-même, je me suis prise au jeu. Au début, j'ai eu un petit peu de mal, je vous avoue. Moi, les bandes dessinées, j'ai beaucoup de mal. Mais après, j'étais totalement dedans. En fait, c'est une famille qui a un couple qui a une fille et un petit garçon. Sauf que la fillette va faire une muse et va oublier de surveiller son petit frère. Son petit frère va disparaître et la mère va demander au fait de lui rendre son fils. Elle va bien récupérer un garçon. La question qui se pose, c'est qu'apparemment c'est pas son fils. Sauf qu'elle est convaincue que c'est lui. Et il va se passer plein de choses. Et il y a... Alors, faut savoir que cette bande dessinée date de 2008. Je suis étonnée par le fait qu'elle soit autant d'actualité en termes de thématiques. On y parle du respect de la nature, des animaux, d'écologie. On parle de la misère aussi, un petit peu. En si peu de pages d'ailleurs, je suis très étonnée. J'aimerais vraiment lire la suite là pour le coup. Je ne remercie pas ma libraire de m'avoir fait découvrir cette bande dessinée. Je lui en veux beaucoup, 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 beaucoup. Bon, ça va, c'est une série courte. Il y a 5 tomes, quoi. Ça va, 5 tomes, c'est pas non plus hyper long, quoi. Mais je suis très, très étonnée, quoi. C'est... Voilà, j'ai beaucoup aimé. Je me suis retrouvée plongée dedans à me dire, c'est déjà fini? Et la suite, elle est où? Enfin bref. Ensuite, on va passer au court roman du jour que j'ai fini aujourd'hui, Les Nouvelles du Livre des âmes de Sylvie Genesté. C'est une nouvelle qui s'appelle Claudia. Le livre est juste sublime. En fait, je voulais découvrir cette autrice parce que à force d'entendre parler d'elle, voilà, au bout d'un moment, on est très curieux. Ça fait quand même 2 ans qu'il traînait dans ma pile à lire. Est-ce que je suis fière de ça? Non. Elle m'avait fait une petite dédicace et en fait j'avais discuté avec elle en lui expliquant ce que j'aimais lire, ce que j'aimais pas. Et honnêtement, pour Halloween, c'était pas mal. En fait, on suit Claudia qui est une agente immobilière et elle est chargée dans une petite ville où tout le monde sait tout sur tout le monde. C'est un peu ça le principe. Et en fait, je vais pas en dire trop, mais très vite on se rend compte qu'il y a un truc bizarre. On vous présente un peu la ville parfaite, quoi. Ça me rappelle des films un peu Tim Burton où au début on se dit oh, c'est trop parfait pour être vrai. Il y a un truc qui cloche, quoi. Effectivement, en fait, elle s'arrange tout de suite, elle sait ce que les clients vont lui demander, ce qu'ils ont besoin, et à chaque fois ça fait mouche, elle est tellement parfaite qu'on se dit il y a un truc qui cloche. Et effectivement, en fait, elle va faire visiter un couple une ancienne maison, la plus ancienne maison de la ville, sauf qu'on ne connaît pas le passé de cette maison. Et justement, c'est tellement bien écrit qu'à des moments, je le disais, mais en me disant non, pourvu qu'il se passe pas quelque chose de glauque, parce que moi et l'horreur, bon, je commence à y mettre les pieds, mais de très 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 loin, on est d'accord. Et ouais, j'étais là en mode... Et effectivement, c'est hyper bien fichu, franchement. Pour commencer dans le style, c'est bien. Parce qu'une nouvelle, c'est court. Si on n'aime pas, on va la finir quand même parce que c'est voilà, c'est pas non plus voilà. Mais j'ai adoré. J'ai été hypnotisée par ce livre. Je l'ai lu jusqu'au bout. Au début, en plus, elle manipule un peu l'esprit du lecteur parce qu'au début, je me suis dit non, mais en fait, c'est une maison un peu qui a un impact sur le comportement des gens, ce genre de choses, et pas du tout. Ça va tellement plus loin que ça. Je suis effarée.
Et sachant que c'est une nouvelle qui est basée sur la saga qui s'appelle Le Livre des âmes, du coup je suis très curieuse de lire cette saga-là. S'il y en a qui l'ont lu, j'aimerais bien avoir vos avis sur les autres livres de l'autrice. Parce qu'elle en a quand même écrit pas mal, hein. Donc ouais, j'aimerais bien avoir l'avis de certains d'entre vous. Dites-moi si vous en avez lu. Ouais. Et puis la couverture est sublime, franchement. Alors maintenant, le problème qui va se poser, c'est que j'ai plus vraiment de place dans mes biblios. Parce que oui, j'en achète beaucoup, mais j'en lis pas autant. C'est pour ça que là, je liquide les cours, pour me donner l'illusion. Voilà. Cassandra O'Donnell, le garçon qui ne voulait pas parler aux éditions Flammarion Jeunesse. On suit Hassan qui, depuis un événement tragique dans sa vie, ne parle plus du tout. Il arrive à communiquer à sa manière jusqu'au jour où une camarade, enfin une nouvelle venue dans sa classe, va chambouler pas mal de choses puisqu'elle est victime de harcèlement scolaire. Mais elle a assez de caractère pour ne pas se laisser faire et avoir du répondant comme il faut. Elle répond avec beaucoup d'intelligence. Et disons qu'elle va avoir... En fait, ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est que certes, Hassan ne parle plus. Tout le monde sait que c'est dû à un traumatisme, quelque chose. Les gens vont pas le saouler avec ça. C'est acquis, voilà. On s'arrête pas là, c'est un fait, point final. Et ce que j'ai apprécié, c'est qu'il arrive à communiquer à sa manière. Pas forcément par l'écrit, juste avec un regard, avec un hochement de tête ou un geste, des choses très simples. Ce qui montre bien qu'on peut communiquer de manière autre que verbale. Merci Cassandra O'Donnell pour ça. La différence de couleur de peau aussi m'a fait plaisir, parce que ça c'est quelque chose qu'on aborde très rarement. Parce que pour le coup, la personne victime de harcèlement, c'est pas la personne de couleur de peau, c'est la fille lambda, mais qui a une intelligence un peu supérieure à la moyenne et qui plaît pas à tout le monde du coup. Le harcèlement va hyper loin. Honnêtement, elle a pas été hyper sympa avec la gamine. Et ce qui est le plus choquant là-dedans, c'est d'entendre les harceleurs dire « Oh, mais c'était une blague !» Et ce que j'aime bien, c'était l'humour un peu de Cassandra O'Donnell qui se met du point de vue de Hassan ou de Morgane, donc la jeune fille en question. Et Hassan qui parle du gang des mamans. J'adore l'idée du gang des mamans. Ça m'a tué, mais complètement. J'ai rigolé là-dessus, j'ai dit mais ça devrait exister plus souvent des mamans comme ça quand même. Et par contre, le seul passage où j'ai un peu tiqué, c'est qu'il y a eu un dialogue entre les mamans justement, où on commence à parler un peu tout petit chouïa politique. Et je me dis, ah non, Cassandra, tu mets pas ça dans un roman jeunesse, on s'en fout, les gamins qui vont lire ça, ils comprennent pas à cet âge-là la politique, ils comprennent pas grand-chose, ils s'y intéressent pas, ils s'en foutent. Après, elle a peut-être fait exprès justement pour dire que Hassan s'en va parce que c'était reparti, il savait très bien comment ça allait finir, et préférait se barrer dans sa chambre. Voilà. Bref, j'ai beaucoup aimé ce roman, j'ai adoré le prof qui est dedans aussi. Enfin, il est très court, hein, mais franchement... il vaut la peine d'être lu. Après, c'est Cassandra O'Donnell, hein. On a l'habitude de son talent. Donc, Pour rester dans l'histoire du harcèlement scolaire, 6 contre 1 de Cécile Alix aux éditions Manière Jeunesse. Très court aussi, comme vous pouvez le constater, et écrit très grand d'ailleurs. Je vais essayer de ne pas prendre dès le début. Ouais, je vais prendre juste au début. On suit en fait Ludo, qui est un garçon assez fort physiquement et qui est victime forcément de harcèlement. Et on suit ses pensées et surtout ce qu'il subit au quotidien, parce que c'est pas le petit harcèlement qu'on évoque généralement dans les bouquins. Là c'est le harcèlement lourd qui va hyper loin, des blessures physiques, des coups, vraiment des horreurs pas possibles. Même par courrier, par téléphone, enfin très peu le téléphone, mais vraiment... Et ce qui est le plus choquant, c'est de se dire qu'au moment de l'histoire, ça fait 2 ans que ça dure, ça fait 2 ans que personne ne fait rien, que tout le monde regarde, personne ne bouge. Je pense que l'équipe éducative devait se douter de quelque chose, mais est-ce qu'ils ont bougé? Bah non, évidemment. Chaque fois, c'est Ludo qui est responsable, c'est Ludo qui perturbe le cours, c'est Ludo qui... Voilà, enfin, vous avez compris l'idée. Et heureusement qu'il y a un prof, quoi. Un prof qui a se poser des questions. Sans ce prof, je pense que le reste de l'histoire n'aurait pas eu lieu. Et comment vous dire, j'aime pas trop parler de ça, moi le harcèlement, voilà, je l'ai un petit peu vécu. Alors moi, contrairement à Ludo, j'ai pas vécu grand chose, soyons honnêtes. Moi j'avais appris à raser les murs et je passais mon temps enfermée dans les toilettes, mais même pas pour fuir le harcèlement, hein,
Enfin, je sais pas, j'avais pas trop conscience de ce qui se passait à ce moment-là, je crois. Puis moi, j'ai eu cette chance d'avoir quelqu'un qui m'a pris sous son aile, une autre élève qui était victime de harcèlement, et qui m'a dit mais ne baisse pas la tête, regarde les droits dans les yeux, et enfin, ce genre de choses. Et puis j'avais commencé. En fait, j'avais mon petit caractère un peu quand même. Même si j'étais très timide, très réservée, et à un moment donné, quand ça explosait avec moi, ça explosait. C'est la chance que j'ai eue. Maintenant, lui, il a pas cette chance-là. Il a exactement le type de pensée qu'une personne victime de harcèlement a. C'est moins tu te fais remarquer, mieux c'est. C'est un peu ça l'idée. C'est d'une violence ce texte. Il est très court, mais d'une violence. Je pense sincèrement que c'est le genre de texte à faire lire aux gamins. Parce que une fois qu'ils lisent ça, je pense que ça va les faire profondément réfléchir. Et ce qui est le plus choquant, je pense, dedans, c'est le fait que, une fois que le harcèlement est devenu. A été verbalisé, entre guillemets, enfin, a été dévoilé à la mère de Ludo, elle le met au régime. Interdiction des chocolats, enfin, c'est même pas une interdiction, c'est qu'elle le fait aussi, elle aussi, elle le suit, ce régime-là. Mais je me dis, la solution, c'est pas qu'il fasse un régime pour son bien-être. Il est foutu, son bien-être, à ce gamin. Il aurait fallu agir avant. Après, c'est le réflexe de chaque maman, je pense, mais la question, c'était pas. En fait, il faut toujours une cible dans n'importe quel établissement scolaire. Il faut toujours un élève qui soit victime de harcèlement. C'est comme ça. C'est l'effet de masse, comme le dit si bien Maëlle dans sa chanson. Mais c'est pas un problème de physique, c'est un problème de. Il faut quelqu'un. Donc ils vont aller sur le plus faible. Et ouais. J'en perds mes mots. J'en perds mes mots face à ce genre de texte. Et là, je me dis que j'ai vraiment échappé au pire. Je m'estime pas victime de harcèlement scolaire quand je lis ce genre de texte. J'estime que j'aurais pu. J'aurais pu. Mais mine de, sans me rendre compte, j'avais des personnes qui fallait autour de moi. Je pense que c'est ça. Après, j'en sais rien. Après, je me laissais pas faire non plus. Donc, suivant Météore de Antoine Doll aux éditions Actes Sud, mais junior. Ici, les questions de changement de sexe, de dysphorie de genre, si vous préférez. Ce texte est d'une beauté. Bon, après, c'est Antoine Doll. Antoine Doll ne m'a jamais déçu en termes de texte. Et là encore, j'ai mis quelques citations sur la page Facebook perso. Et en fait, j'avais envie d'en mettre tout plein. Tout plein. Tellement ce texte est hallucinant. Pendant une bonne partie du texte, on ne sait pas qu'on a affaire en fait à un garçon qui est devenu fille, ou qui devient, on ne sait plus trop. Et en fait, quand je l'ai lu, les choses dont elle est victime, c'est ce que n'importe quelle fille ou femme peut vivre dans la rue. C'est très violent. Et en même temps, le personnage est tellement solaire, tellement bien dans sa peau, tellement fort. C'est hallucinant. C'est pareil, c'est le genre de texte coup de poing qu'il faudrait faire lire à tout le monde. Enfin, je vais encore dire la même chose, hein. Je vais pas trop changer mon discours. Mais j'ai beaucoup apprécié ce texte. Et c'est typiquement le genre de texte où on va nous dire oh, mais c'est écrit par quelqu'un qui ne connaît pas le sujet. Apparemment, il s'est inspiré de l'histoire d'une personne qui a vraiment vécu ce genre de choses. Parce qu'il a remercié à la fin, il a remercié Julia pour son courage inspirant. Donc j'imagine que ça doit être la personne qui lui a inspiré ce texte. Mais il y a quelque chose de tellement solaire et quelque chose de tellement serein aussi par rapport à tout ce qu'elle dit sur la violence dont les gens peuvent faire preuve, les clichés qui n'ont pas lieu d'être. C'est le fait que les gens ont passé leur temps à essayer de la remettre dans sa case d'origine, alors que non. J'ai beaucoup, ouais. Il y a 2 pages consacrées à ce que doit être une fille selon les normes de la société. Mais j'aime bien parce que c'est mis sous forme de questions. Et elle montre l'absurdité de tout ce qu'on vous apprend dès que vous êtes gamin en fait. Alors qu'en vrai, ça devrait même pas être appris, même pas être dit. Il y a tellement de choses dans ce texte, si court quoi. C'est le paradoxe, c'est qu'il fait 67 pages. 67 pages. La claque. Comme quoi des courts textes peuvent avoir plus d'impact qu'un gros pavé. Voilà. Bref.
Ensuite, le cron clocher de Pierre Dubois et Anne Buzyn et la couverture par Jean-Pierre Buzyn. En fait, c'est dû à une histoire en rapport avec le clocher de Sens-le-Château. J'allais dire sur Sens, mais c'est pas le même coin. Ouais, Sens-le-Château. J'étais en train de me dire, c'est bien Sens-le-Château. Oui, c'est Sens-le-Château. Et que je ne connaissais pas. Voilà l'histoire de ce clocher. Donc je l'ai découvert puisqu'à la fin il fait un petit truc là-dessus. Et j'ai trouvé ce conte très joli, très beau, très mignon. Après c'est Pierre Dubois, donc je pense que ce monsieur je vais le suivre de près. Parce qu'en fait il fait, c'est pas le conte classique où il était une fois. Non, il commence comme ça, mais après il fait des digressions dans tous les sens. Ça m'a fait rire et je me suis dit des gosses ils devraient adorer ça. C'est tellement mignon, tellement... Il y a des petits apartés où il apprend des mots aux enfants. Ok. Je sais pas si vous avez entendu, mais il y avait un peu chelou dehors. Tout va bien. Mais aujourd'hui, les gens font beaucoup de bruit, je trouve. Je sais pas ce qu'ils ont. Enfin bref, tout ça pour dire que ce conte est très joli. On suit en fait un monsieur qui vend des mouchoirs qu'il a fabriqués lui-même. Et un sou le mouchoir. Et il veut pouvoir épouser Sandrinette, la fille dont il est éperdument amoureux. J'en dis pas plus, si vous voulez découvrir un peu ce petit conte très mignon, il coûte 6 € je crois. Il faut aller voir peut-être sur la boutique, je pense, de l'illustratrice Anne Buzyn, je pense que c'est sur là que vous l'aurez. Mais oh, c'était mignon, c'était beau, ça m'a fait sourire, ça m'a fait du bien, et c'est tout ce qui compte. Maintenant, c'est là où on va devenir un peu compliqué. D'ombre et de cendre de Jérôme Cambescas, aux éditions Crainte Chimère, navré pour la prononciation, et c'est là où je me rends compte que j'ai fait une petite erreur dans la chronique, je vais aller corriger ça juste après. Ce livre est pour conseiller à partir de 16 ans, mais c'est normal, parce qu'en fait, on suit Edith, une esclave qui est aussi espionne pour le compte de la maison Ashnar, et en fait, à partir de là, il va falloir que je vous explique en quoi ce livre est aussi complexe et atypique. La raison pour laquelle c'est à partir de 16 ans, je pense, c'est par rapport à la complexité de l'histoire, parce qu'en fait, l'auteur, au lieu de faire une présentation de l'univers au début et après rentrer dans le vif du sujet, il a fait tout en même temps. Du coup, ça fait que dès le début, vous voyez Edith en mode espionne, plutôt. Espionne et en même temps un peu traître, on peut dire. Je pense qu'on peut dire ça comme ça. Enfin, elle essaie de trouver un moyen de gagner sa liberté, même si au fond d'elle-même, elle sait qu'elle ne l'obtiendra jamais, puisque en tant qu'esclave, elle a le droit de posséder absolument rien du tout. Et en fait, justement, le fait qu'elle soit esclave, donc maltraitée, insultée, tout ce que vous voulez, et paradoxalement espionne, ce qui fait qu'ils doivent quand même la protéger, parce que c'est elle qui quand même protège la maison dont elle est l'esclave, et l'espionne. Du coup, il y a ce rapport de force qui est constamment en train de changer entre les deux camps, et c'est fascinant à voir et à lire, c'est une partie d'échec constante. Et en même temps, Edith, sans le vouloir, va tomber sur un traquenard. Quelque chose qui sent pas bon, elle se dit il y a un truc pas net là-dedans, donc elle va intervenir sans avoir l'accord, sans en parler à qui que ce soit en fait. Et sauf que sans le savoir, elle va mettre les pieds dans un engrenage qu'elle n'imaginait pas. Et sauf qu'en fait, au fur et à mesure, elle va comprendre dans quoi elle met les pieds, mais pas nous. Donc nous, on lit, on comprend pas toujours tout, parce qu'en plus, il y a un rapport avec la mythologie nordique assez fort. Et en fait, au bout d'un moment, moi je me disais, ouais, c'est bien, mais tu nous parles de la mythologie nordique, les esclaves sont des humains, et entre les deux, t'as quoi? C'est quoi ces gens entre les deux? Et il faut justement le fait qu'on se pose toutes ces questions, et en même temps qu'on essaie de comprendre, et disent qu'est-ce qu'elle fout là-dedans, parce qu'on a l'impression qu'elle a mis les pieds dans un truc, elle la regarde même pas. Et au bout d'un moment, il explique un peu les choses, et j'ai adoré la plume de l'auteur qui est toute en... J'ai rarement lu une plume comme la sienne. Et il y a des scènes, en fait, normalement dans ce genre de livre, c'est de la dark fantasy. Il y a des scènes très sensuelles, nous allons dire, qui sont généralement décrites, qu'elles soient consenties ou non, nous sommes d'accord. Ici, pas du tout. Ici, l'auteur va juste mentionner en une phrase, voilà ce qui s'est passé, mais avec beaucoup de poésie, de subtilité, et sans prononcer les mots. Enfin, sans les écrire en l'occurrence, puisque c'est écrit. Mais sans les écrire. Et j'ai adoré ça, parce que je me dis, pour une fois, en plus c'est un homme,
qui ne s'attarde pas là-dessus, disant juste ça c'était le moment pour Edith de respirer, ça c'était le truc que Edith a dû subir, mais elle s'y attendait un petit peu depuis longtemps, donc au final elle fait avec quoi. Et puis elle a son caractère Edith, en fait je pense que Edith a tellement conscience de son statut, avait tellement conscience de tout ce qu'elle allait subir, de toute façon d'une manière ou d'une autre, que ça lui passe un peu au-dessus et qu'elle se dit de toute façon tôt ou tard j'obtiendrai ce que je veux moi. Et c'est peut-être pour ça qu'elle est aussi forte. Elle a cette force physique et intérieure qu'elle ne soupçonne même pas elle-même, je pense. Et j'avoue que à un moment donné je pensais que l'histoire était finie, pas du tout. Il restait encore une bonne partie à lire. Et alors j'ai été effarée par ce que j'ai lu par la suite. Je ne m'y attendais pas du tout. C'est typiquement le genre de livre où on attend une fin d'une telle manière, et ben lui, l'auteur, non. Il te dit non, 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 ça va pas s'arrêter là. J'ai adoré ça. Je suis très très étonnée par ce livre. C'est le premier livre que je lisais de la maison d'édition. Très bon travail éditorial, je tiens à le préciser, parce que généralement les travaux éditoriaux des maisons d'édition quand ils commencent, c'est pas toujours ça. Mais là, je me suis pris une bonne... pas une bonne claque, parce que ça demandait beaucoup de concentration, cette lecture-là. Mais alors une fois que j'étais plongée dedans, je ne le lâchais plus. Là, je devais aller à Rosie et j'étais en train de le lire. Au moment où on me dit, tu vas y aller, ouais, ouais, ouais. Puis je lisais, puis bah, voilà. Je l'ai pas fini, il me restait un chapitre, mais je dis, je vais aller quand même à Rosie, sinon je ne vais jamais le lire. Y aller, du moins. Enfin bref. Bon, oui, il y a des araignées. C'est le seul défaut du livre. Ça, c'est une blague. Je précise, c'est une blague parce que d'habitude, quand il y a des araignées dans un livre, j'ai un mouvement de recul. Là, pas du tout. Tellement j'étais à fond dedans. Et j'ai vu une chronique où quelqu'un disait que la couverture représentait bien l'histoire, et c'est vrai. Enfin, ça représente un moment clé de l'histoire. On va préciser un petit peu. Enfin bref, je sais pas trop comment en parler, ça fait un petit moment que je l'ai... Enfin, ça fait plusieurs jours que je l'ai fini, et j'ai toujours pas... je ne sais toujours pas comment... jusqu'où je peux aller. Je suis juste très étonnée par la qualité de ce livre. J'en attendais peut-être pas autant, je crois. Et la plume de l'auteur, c'est ce qui m'a beaucoup marqué aussi, parce que franchement, c'est une très très bonne écriture. Et c'est lui qui avait publié le premier livre, enfin c'est lui qui avait écrit le premier livre publié chez la maison d'édition. Donc je vais m'y intéresser de très près. Je suis déçue de ne pas avoir pu la rencontrer au Val-Joli Imaginaire, vu qu'il ne peut plus y aller, mais à charge de revanche, j'ai envie de dire. Sur ce, j'espère que ça vous aura plu, ce petit point lecture, ou grand, je sais pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire, que ce soit pour Sylvie Ginesté ou les autres, si ça vous intéresse, s'il y en a que vous avez beaucoup aimé aussi, et me dire si ça vous tente ou pas, toutes ces choses-là. N'hésitez pas à liker, commenter et partager, comme d'habitude. Et sur ce, je vous souhaite une bonne semaine, un bon week-end, de bonnes lectures, et à bientôt, salut!